Merci Abdelatif, merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup aussi de nous avoir fait l'honneur de participer dans cette série de séminaires. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous Oui, oui. m'entendez? Ah, la caméra, j'arrive pas à l'activer, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je l'ai activé, mais ça s'active pas. Mais en tout cas, je vais continuer pour ne pas perdre de temps. Euh, cette série de conférences, de séminaires, c'est très important et elle est très formatrice pour des chercheurs, des jeunes chercheurs, pour des doctorants au début de thèse, première et deuxième année surtout, qui sont confrontés à des défis de rédaction, de projets de recherche, de rédaction de papiers, d'articles, mais aussi pour plus tard la rédaction de leur thèse, qui est un processus continu qui commence d'emblée dès la première année de leur inscription, au niveau de la formulation de la question de recherche, au niveau du choix des champs de la littérature à étudier et analyser, mais aussi au niveau des arguments à développer, mais surtout au niveau aussi des méthodes et des méthodologies, des approches à mobiliser pour collecter les données et pour les analyser. Et donc, ce séminaire s'inscrit dans cette série. Donc, il autour des axes fondamentaux qui font une recherche, la rédaction d'un projet de recherche, d'un article scientifique ou d'une thèse ou d'un mémoire. Aujourd'hui, on va parler de deux choses qui sont interliées l'une à l'autre, mais pour des raisons plus pratiques, on essaie de les démêler, de ne pas les associer et d'en parler séparément, à savoir la revue de littérature et l'argumentation. Mais il faut avoir à l'esprit que ce sont deux choses, deux éléments qui sont indissociables. Pour des raisons pratiques, pour des raisons surtout pédagogiques aussi, on a préféré les désarticuler, les séparer. Mais il faut savoir qu'elles sont deux choses inséparables. Donc, revue littérature et argumentation. Dites-moi, est-ce que vous voyez les slides qui passent? Oui, oui. D'accord. Parfait. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. OK. Alors, moi, je commence avec la revue littérature et puis Hicham, plus tard, enchaînera sur l'argumentation. Mes slides, en tout cas, sont en anglais. Et j'ai eu une discussion avec mon ami Hicham de les traduire. J'ai dit non, on ne va pas les traduire pour la simple raison que l'anglais, et ça, il faut l'avoir en tête, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie, quand on est inscrit en thèse, il faut avoir en tête que l'anglais, on ne peut pas échapper à l'anglais. C'est-à-dire faire une thèse sans avoir la langue anglaise pour lire, pour comprendre la littérature, parce que c'est en général, c'est la plus grande littérature dans tous les domaines de recherche sans exception et produite en anglais, c'est presque faire la recherche avec, je dirais, sans les outils nécessaires et fondamentaux. Je vous donne juste un exemple. Pour les recherches en anglais, par exemple, un décalage entre le français et en anglais, c'est entre 5 et 10 ans. C'est-à-dire une recherche qui sort en anglais, il faut attendre 10 ans, jusqu'à 10 ans pour avoir une traduction française. Ça veut dire que quand on ne lit pas l'anglais, on est en retard de 10 ans par rapport à ce qui s'est produit dans cette langue. Donc, l'objectif de la revue de littérature, c'est qu'elle nous permet, la première chose fondamentale, c'est qu'elle nous permet de situer notre recherche par rapport à la littérature existante sur ce sujet qu'on avait choisi. Donc, il faut déjà avoir ce qu'on appelle en anglais le topic, c'est-à-dire un domaine de recherche et plus ou moins une question de recherche.
même s'il n'est pas bien ficelé, s'il n'est pas bien spécifié, il faut avoir en tête une question de recherche sur la base de laquelle on va faire une revue de littérature, une étude critique de la littérature existante sur ce topic, dans ce domaine de recherche et sur cette question de recherche bien spécifique. Donc, la revue de littérature, comme je viens de le dire, elle est importante et fondamentale parce qu'elle permet de relier notre question de recherche par rapport aux autres éléments et composantes du projet de recherche. OK, donc ça nous permet aussi de situer notre recherche, notre projet de recherche par rapport à ce qui a été publié dans le domaine. Et sur ce topic, donc ce domaine de recherche bien choisi. Donc, avoir en tête que la revue de littérature, c'est la deuxième étape, donc, dans une recherche. Après avoir défini un champ de recherche, une question de recherche. C'est la deuxième chose à faire pour pouvoir situer ce que nous voulons faire, notre question de recherche, par rapport à ce qui a été déjà fait et par les autres. Et donc, la position, elle est importante de la revue de littérature parce qu'elle permet, d'une part, de situer ou de connecter ce qu'on appelle en anglais background and significance, c'est-à-dire l'importance, l'argument central et son importance, l'argument central de notre recherche et son importance de notre recherche par rapport aux autres, par rapport à la revue de littérature, mais par rapport aussi à ce qui va venir après, c'est-à-dire la méthode d'analyse, la méthode de collecte de données. Donc, le propos essentiel d'une revue de littérature, c'est de situer et de placer en quelque sorte notre projet de recherche par rapport à la large littérature qui a été faite dans ce domaine. Mais, en même temps, tout en situant notre recherche par rapport à la revue de littérature existante, il faut montrer pas seulement que notre recherche, oui, elle s'insère, elle complémente, ou bien elle est similaire, ou elle confirme, mais il faut montrer aussi son aspect innovateur et original. Et ça, c'est l'important. Ça, c'est très l'important, l'importance d'une revue de littérature. C'est-à-dire, en même temps qu'elle nous permet de situer notre recherche par rapport à ce qui a été fait, elle nous permet aussi de montrer le neuf, ce que nous apportons de plus, ce qui est neuf par rapport à ce qui a été fait. Et ça, c'est très important. Il suffit, parce que malheureusement, la recherche, ce n'est pas justement de ressasser et de dire, voilà, moi, j'ai fait ça, et puis les autres, ils ont fait ça, et moi, j'ai fait la même chose. L'important, c'est de dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que je vais faire moi-même par rapport à ce qui a été déjà fait. Et c'est ça ce qu'on appelle l'aspect original et innovateur de la recherche. Et cela demande bien sûr une maîtrise importante de la littérature pour pouvoir la transcender, pour pouvoir la dépasser, une maîtrise critique, c'est-à-dire une lecture soigneuse, attentive à cette revue de littérature qu'on va le voir, comment on va le faire, pour pouvoir dire, moi, je me situe par rapport à ça, pour rentrer en quelque sorte en débat critique avec les autres. C'est ça. C'est ça une recherche. Une recherche ajoute quelque chose de plus toujours. Donc, pour cela, il faut tout de suite, quand on fait notre revue de littérature, il faut penser, quand on l'a fait, quelles sont les questions que les autres ont posées. Quelles sont les méthodes qu'ils ont utilisées.
hein, et comment on va comprendre leurs résultats ou bien leurs trouvailles, les trouvailles qu'ils ont. C'est-à-dire, ça c'est important. C'est important la première chose à faire, de voir quelles sont les questions, c'est-à-dire les arguments qu'on va. C'est Hicham qui va développer ça tout à l'heure. Quels sont les arguments de chaque texte? Un argument qui est l'argument central. Quelles sont les méthodes utilisées pour répondre et pour élaborer et répondre à la question de recherche, qui est aussi l'argument central de la recherche. Et comment on peut comprendre, comment on analyse nous-mêmes, à la lumière de nos lectures croisées, leurs trouvailles. Et donc ça, c'est important. C'est très important. Ça nous donne déjà une idée comment on va faire la lecture. C'est-à-dire, voilà la première chose à trouver, l'argument central de ce texte, les méthodes utilisées et les résultats. Et comment ils ont analysé ces résultats. C'est par rapport à ça qu'on peut se situer. Par rapport à l'argument, par rapport à la méthode et par rapport aux analyses des données. Et donc, en faisant cela, c'est-à-dire en posant les questions qui ont été posées, en les analysant de façon critique, les méthodes et les résultats, l'idée c'est de trouver ce qui manque. Et pour montrer aussi qu'est-ce que cette recherche qu'on est en train d'étudier, qu'on est en train de façon critique, qu'est-ce qu'elle n'a pas pu examiner, qu'elle n'a pas pu soulever. Et ça vient bien sûr avec une lecture soigneuse d'un texte, mais aussi la lecture croisée d'un texte par d'autres textes. Ok, très bien. Donc, l'important pour une revue de littérature, c'est en même temps qu'elle essaie de se situer par rapport à ce qui existe déjà, elle permet de montrer aussi l'originalité de notre travail, ce qui est nouveau par rapport à ce qui a été fait. Et ce qui malheureusement, c'est ça ce qui malheureusement manque dans plusieurs recherches, dans plusieurs thèses de doctorat. C'est cette originalité. C'est ce qui fait que notre recherche, elle complémente et elle dépasse en quelque sorte ce qui a été fait dans le domaine étudié. Et la meilleure stratégie pour étudier une littérature, c'est de la diviser en thèmes, au lieu de faire une description systématique des matériaux de chaque texte, de chaque littérature. Ce point, il est très important, parce que, en général, les revues de littérature que font les étudiants, que font des chercheurs débutants, ce sont des revues de littérature linéaires. Linéaires dans le sens, l'auteur X a dit, et puis il a dit, et puis on passe à l'auteur Y. Et puis après, on passe à l'auteur X, on revient à l'auteur B. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Zachary. C'est ça ce qui est important. Important, c'est pas de décrire linéairement Flan a dit, l'autre Flan a dit, et puis voilà, et de poser ça de façon linéaire et successive. C'est de décomposer la littérature en thèmes. On va étudier plusieurs textes et on va chercher les thèmes transversaux. Un thème A, un thème B et un thème C. Et on va voir comment ce thème a été analysé, a été abordé, a été traité par chaque auteur séparément et différemment. En quelque sorte, on va faire débattre des textes, des auteurs sur des thèmes, sur des thèmes, on va les faire débattre. Et en même temps, on va débattre avec eux. C'est ça ce qui est très important. C'est ça ce qui est très important. Une revue de littérature qui va ressasser ce que chacun a dit séparément des autres, ce n'est pas une revue de littérature.
Ce n'est pas une revue de littérature. Ça peut être la première étape d'une revue de littérature. Mais la deuxième étape fondamentale, c'est de connecter l'ensemble de ces textes, de ces textes qu'on a lus et qu'on a analysés critiquement. En quelque sorte, il faut les connecter entre eux pour sortir avec une analyse critique. Donc ça, c'est fondamental. Fondamental. Il faut avoir à l'esprit, une revue de littérature, ce n'est pas une description détaillée et linéaire de ce que chacun a écrit séparément. Et donc, en faisant cela, c'est en faisant cela, et seulement en faisant cela, qu'on peut insérer, et qu'on peut s'insérer dans ce dialogue entre auteur et texte. Autrement, si on fait cette description linéaire, on ne trouvera pas, parce qu'on ne trouvera pas l'interstice de dialogue entre l'ensemble pour pouvoir participer. On va nous-mêmes dire, on va poser de façon linéaire ce que nous allons faire, sans dialoguer avec les autres de façon critique. Donc, c'est une composante principale, fondamentale, pour écrire ce qu'on appelle le research proposal, un projet de recherche, un article et puis une thèse, un mémoire. Ça, c'est fondamental. Ce que parfois on appelle ça l'état de l'art. Le mot qu'on utilise de plus en plus maintenant, c'est state of art. State of art, l'état de l'art, c'est-à-dire ce que spécifiquement sur cette question, ce projet de recherche qu'on essaie d'aborder, la revue de littérature pertinente qui a traité cette question et comment on va étudier de façon critique, analyser, décortiquer de façon critique cela. C'est ça ce qu'on appelle the state of art. Pour commencer un projet de recherche, pour un proposal, pour postuler pour un projet de recherche, pour un financement, pour un grant, ou pour écrire un article scientifique, ou pour écrire une thèse, c'est avec ça qu'on commence, après avoir formulé une question de recherche. Donc, la revue de littérature, comme je l'ai bien dit, elle permet d'associer, de relier entre elles les parties qui composent le projet de recherche, l'article scientifique et la thèse, à savoir background and significance, la méthodologie, la collecte des data et l'analyse, et puis l'interprétation des données, la conclusion. C'est elle qui permet, c'est le point central, la charnière en quelque sorte, qui permet de relier les parties, c'est le cœur qui permet de relier les parties d'un organisme qui est le projet de recherche. Je passe à l'autre slide. Pour montrer le schéma, par exemple, de la position de la revue de littérature, là où elle doit être insérée. La revue de littérature, donc, vous voyez la position de la revue de littérature. Cette position est importante. Revue, c'est bien. Revue, c'est bien avant, c'est bien après. L'introduction, background and significance, parfois le background and significance est intégré dans l'introduction. Background and significance, comme je viens de le dire, c'est-à-dire montrer l'importance de cette question de recherche. Son importance. Après avoir introduit le projet, introduit la question de recherche, après l'avoir introduit, on va montrer son importance. Pourquoi on va faire ça? Son importance. Et on va relier tout de suite ça avec notre lecture de la revue de littérature, notre lecture analytique et critique de la revue de littérature. Puis, tout de suite après la revue de littérature, et c'est pourquoi, et ça c'est très important, pourquoi la revue de littérature, elle doit faire très attention aussi aux méthodes et aux méthodologies utilisées par les auteurs et les chercheurs. Parce que parfois, notre positionnement va se faire par rapport à ces méthodes et ces méthodologies. Pas seulement par rapport aux arguments, non seulement par rapport aux théories, non seulement par rapport aux arguments développés, mais aussi par rapport aux méthodes et
aux méthodologies mobilisées. Et ça, c'est très important. Faire attention. Et c'est pourquoi, tout de suite, après la revue littérature, on va élaborer ce qu'on appelle en anglais Research Design and Methods, c'est-à-dire notre méthode et notre méthodologie, nos approches, l'approche avec laquelle on va essayer d'aborder ce projet de recherche, collecter les données et les analyser. Et puis, on va faire les analyses de ces données, on va faire des suppositions et quelles sont les implications de cette recherche pour, à la fin, conclure et revenir pour supporter l'argument qu'on a développé au début. Donc, c'est très important cette position de la revue littérature. Je passe à la slide qui vient après pour dire que cette position elle a une importance double. La position de la revue de littérature dans ce squelette que je viens de montrer, dans cette structure que je viens de montrer, elle a une importance double. Parce qu'elle permet de montrer comment notre travail, elle va en quelque sorte réviser, respécifier et étendre le savoir déjà existant dans le domaine étudié. Donc, réviser, respécifier et étendre, c'est-à-dire aller au-delà, pousser ce qui a été existé à son extrême, le pousser pour en faire sortir quelque chose de neuf. C'est ça pourquoi cette position elle est importante. Elle est aussi importante parce que, comme je viens de le dire, elle va illustrer et élucider la pertinence de notre méthodologie. Par exemple, concrètement, on va faire l'analyse de la revue de littérature et on va réaliser que cette étude s'est basée essentiellement sur des questionnaires, ou disons sur une étude quantitative, essentiellement sur un sujet bien particulier. Et en faisant cela, on va dire peut-être qu'il faut compléter cette étude quantitative pour voir les articulations spécifiques sur le terrain, le vécu des gens, les représentations, pour respécifier ces datas, ces données quantitatives. Peut-être il faut que cette revue littérature, on ne pas traiter de façon assez approfondie, qualitativement, cette question. Et c'est pourquoi nous, on va essayer de compléter cette littérature par une étude qualitative pour éclairer ces données quantitatives. C'est ça ce qu'on appelle étendre, réviser. Ça ne veut pas dire détruire ce qui existe déjà, c'est-à-dire de dialoguer avec ce qui existe déjà et montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on peut essayer à traiter pour montrer d'autres aspects de cette recherche, des visages nouveaux de cette recherche. C'est un exemple parmi d'autres, mais je vais donner un exemple à la fin. Donc, c'est pourquoi aussi la revue de littérature est importante, parce qu'elle va montrer la pertinence de notre méthodologie. Pourquoi l'observation participante va être importante dans ce cas? Pourquoi l'observation participante est importante pour compléter, par exemple, les questionnaires qui ont été utilisés par les autres auteurs qui ont abordé la question? Prenons par exemple une question assez banale, assez banale dans le sens que nous vivons tous les jours, qui nous est très proche, nous est très familière, c'est-à-dire la maladie. Les maladies, par exemple, nous vivons une période de pandémie. Les études qui ont été faites, par exemple, et parce qu'on a raison, ce sont des études qui ont été faites, qui sont en général basées sur des questionnaires pour des raisons concrètes, l'éloignement, le confinement, etc. Mais peut-être, on va développer un protocole pour dire que peut-être plus tard, il faut étendre, compléter ce qui a été fait de façon, avec les questionnaires, de compléter avec des entretiens semi-directifs, avec des observations notamment, etc. Donc c'est ça. Pourquoi la revue de littérature est importante? Parce qu'elle va montrer quelle est l'importance et la pertinence des outils
de la méthodologie, des outils méthodologiques qu'on va mobiliser. Je passe à l'autre slide. Donc, pour résumer tout ça, c'est une slide d'importance, ce qu'on appelle en anglais des 5 C's, les 5 C. Pour faire une revue littérature, il faut avoir en tête, est-ce que vous voyez cette slide? Oui, Hicham? oui, oui, oui. Oui, d'accord. Oui. Il faut avoir les 5 C's, les 5 C en tête pour faire une revue littérature. C'est citer, comparer, contraster, critiquer, connecter. Donc, ça, c'est très important qu'il faut avoir en tête. Citer, c'est il faut garder la focale et rester focalisé sur la littérature pertinente pour notre recherche. Ça, malheureusement, c'est une erreur fondamentale qui est commise par une majorité des étudiants en doctorat. C'est-à-dire, on trouve qu'il y a une revue littérature qui va dans tous les sens. Il n'y a pas une focalisation sur la revue littérature, sur la littérature pertinente, qui a une pertinence majeure, fondamentale pour notre problème, pour notre projet, pour notre question de recherche. Pourquoi il y a ça? Pourquoi les étudiants, en général, font cette erreur? C'est pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elles essaient de combler leur manque de connaissance de la revue de littérature pertinente existante sur le domaine par d'autres recherches qu'ils ont effectuées, par d'autres lectures qu'ils ont faites. Deuxièmement, c'est que, en général, l'argument de recherche n'était pas assez clarifié, assez spécifié, assez clair dans la tête du chercheur. C'est pourquoi on trouve une revue de littérature qui est assez flottante et qui traite plusieurs arguments à la fois. Parce que l'argument principal n'est pas maîtrisé par l'étudiant ou par le chercheur lui-même. Et c'est pourquoi la littérature elle-même n'est pas maîtrisée. Et c'est pourquoi aussi on trouve des littératures qui sont pertinentes et bien d'autres qui ne le sont pas. Et ça, il faut vraiment faire attention à ça. Rester focalisé sur la revue de littérature pertinente pour notre recherche. Ça, c'est pour le premier C. Pour le deuxième C, comparer. Ça, c'est très important. Il faut comparer les multiples arguments, les théories, les méthodologies et les trouvailles, c'est-à-dire les résultats qui sont exprimés dans la littérature. Et on va comparer les textes, les recherches et les travaux entre eux. On va les comparer. On va comparer les arguments entre eux. On va comparer les théories qui sont mobilisées sur un même projet de recherche, sur un même topic. Il y a différentes théories qui ont été mobilisées. Certains ils vont élaborer, c'est-à-dire certains ils vont s'adosser sur une théorie positiviste, d'autres sur des théories interprétativistes, d'autres sur des théories structuralistes, d'autres sur des théories postmodernistes, etc. Post-structuralistes, postmodernistes, etc. L'idée de comparer ça, c'est pour dire et pour essayer de maîtriser en même temps ces arguments et ces théories, et pour voir quelle est l'affinité, quelle est la théorie ou les théories, quels sont les arguments qui nous est très proches, auxquels nous sommes plus sensibles et qui font écho à notre question de recherche, qui font écho à notre sensibilité, qui font écho aussi à notre cursus académique. Ça, c'est très important, de comparer les théories mobilisées. Ce n'est pas pour dire que ça, il est vrai, il a raison, mais pour dire que ce qui manque dans chacune de ces théories mobilisées, comment toi ou moi, on va essayer de dépasser ces manques. On va comparer aussi les méthodologies.
sur des, comme je viens de le donner par l'exemple, sur des questions presque similaires ou proches, des méthodologies différentes sont utilisées et mobilisées. On va les comparer. Et pour dire, est-ce qu'on va utiliser une méthode? Pourquoi cette méthode est beaucoup plus pertinente que l'autre pour mon cas d'étude? Ou est-ce que les deux, l'ensemble, il faut combiner un ensemble de méthodologies pour avoir une perception plus proche de la réalité, ou bien de ce qui est la réalité pour les gens et pour les sociétés qu'on étudie. Donc ça, c'est pour le deuxième C. Pour le troisième C, on va contraster. Là, ça, c'est pour qu'on va contraster. C'est-à-dire, on va comparer, tout en les comparer, on va les faire débattre entre eux, les contraster, en quelque sorte. Contraster les approches, les thèmes, les arguments, les méthodologies, et illustrer et élucider les controverses qui sont exprimées dans cette littérature. C'est avec ça qu'on va maîtriser la littérature, qu'on va maîtriser les nuances et les différences qui existent entre chaque théorie, entre chaque méthodologie, entre chaque thème, entre chaque argument. C'est en les contrastant ensemble qu'on va essayer de comprendre l'ensemble de ces débats théoriques, méthodologiques et d'approches sur les questions qui nous concernent. Le quatrième C, c'est critiquer la littérature. Il faut tout de suite avoir en tête, critiquer, c'est pas dire ça c'est vrai ou faux. Critiquer, c'est pas jeter à la poubelle ce qui a été fait par les autres. C'est pas ça, critiquer. Critiquer vient en quatrième position. C'est-à-dire, après avoir fait tout ça, critiquer, c'est-à-dire, c'est de dire, en quelque sorte, quels sont les arguments qui sont les plus persuasifs. Et pourquoi? C'est ça, critiquer. Critiquer, c'est-à-dire, c'est entrer en débat avec ce qui a été fait et pour montrer les limites de chaque posture. Et c'est ça ce qui est critiqué. Et en général, critiquer, ça devient presque quelque chose de belliqueux en quelque sorte. Bagarre, ça c'est pas vrai, ça c'est pas faux, c'est fait n'importe quoi, etc. Non, c'est pas ça, critiquer. Critiquer, c'est après avoir cité, comparé, contrasté, on passe à la critique, c'est-à-dire de démontrer quels sont les arguments parmi ceux qu'on a étudiés qui sont les plus persuasifs. Et quelle approche, quel résultat, quelle méthodologie semble être les plus fiables, les plus valides et les plus appropriées pour notre recherche, pour notre domaine de recherche. Et il faut dire pourquoi aussi. Il faut chaque fois justifier. Chaque choix, chaque décision doit être justifiée. Donc, c'est pourquoi qu'il faut faire attention. Et ça, Hicham, il va en parler tout à l'heure, qu'il faut faire attention au langage utilisé. Quand on décrit, par exemple, on dit asser, il démontre, il ajoute, etc. Toutes les formulations utilisées pour du langage sont très importantes. Et puis, après tout ça, il faut, pour le cinquième C, connecter cette littérature à notre domaine de recherche de façon critique. Comment on va épuiser, comment on va puiser, on va puiser dans cette littérature après avoir fait tout ça. Comment on va se situer par rapport à ça? Comment on va se situer, se démarquer en quelque sorte? Tout en synthétisant ce qui a été fait, comment on va en s'en démarquer? Se démarquer, ça peut être se démarquer au niveau de la théorie, au niveau de l'approche, au niveau de la méthodologie, ou bien uniquement se démarquer sur un plan, c'est-à-dire au niveau de la théorie, mais pas au niveau de la méthodologie, ou au niveau de la méthodologie seule, et pas de la théorie. Donc, il faut, en quelque sorte, dire quelle est la marque, qui est notre marque, ce que nous, on va ajouter dans cette recherche. Par exemple, concrètement, toutes les études qui ont été faites sur ce domaine que vous allez étudier ont fait des études non comparées, par exemple. Donc, ils sont pertinentes, ils ont développé des théories qui sont pertinentes, qui se complètent en quelque sorte,
Mais ce qui manque, c'est de faire, pour vraiment avoir une étude assez importante, de faire une étude comparative, c'est-à-dire sur le même domaine. Voilà, ça pourrait être notre marque, c'est-à-dire qu'on faisait une étude comparative sur le domaine. Ça peut être notre ajout. Ça, c'est très important. Je suis assez sceptique, par exemple, c'est assez neuf, par exemple. En général, ça se fait, par exemple, dans les travaux d'épidémiologie, mais aussi dans nos travaux d'anthropologie et de sociologie, dans les sciences aussi. C'est-à-dire, sur un domaine, des recherches qui ont été faites aux États-Unis, en France, en Belgique, au Mexique, mais qui n'ont jamais été faites au Maroc, par exemple, en Tunisie. Et parfois, ce qui est neuf, c'est de dire, voilà, ça n'a jamais été fait ici, je vais le faire. C'est en quelque sorte prendre le modèle comme elle est, avec la méthodologie utilisée, avec les théories mobilisées, avec tout et l'approche, et on va l'appliquer. C'est déjà quelque chose de plus, mais pour moi, personnellement, c'est pas assez innovateur. En plus de dire que on ne l'a pas fait ici, je vais le faire, il faut aussi rentrer en débat avec ces théories. Et il faut pousser ces théories et ces approches utilisées par les autres aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse, à leurs limites. Et non pas si, voilà, ils ont fait ça, je les crois, je vais l'appliquer le modèle ici. Il faut aussi rentrer en débat avec ce modèle pour le critiquer, même s'il vient des États-Unis, des grands laboratoires de recherche. Donc ça, c'est le point important. Donc, pour la fin, on vient à la citation. Donc, gardez ces 5 C en tête. Donc, la revue littérature, c'est-à-dire toute sa revue littérature qu'on a utilisée, il faut enfin la citer. Revue littérature pertinente, avec laquelle on a dialogué tout au long de nos recherches. Pour ou contre, il faut la citer. Et donc, ça peut avoir 2 formes, ces formes de citation. Soit sous forme de référence, soit sous forme de bibliographie. Les références, c'est la liste des littératures qui est utilisée concrètement et qui est citée dans notre recherche. La bibliographie, c'est le fait de lister tout ce qui a été utilisé et cité dans notre papier, dans notre proposal, avec des citations additionnelles. Par exemple, pour aller plus loin, on va faire référence à tout ce qu'on a cité dans notre recherche, mais on va ajouter des références qu'on n'a pas nécessairement citées, mais pour dire, pour aller plus loin sur cette question, il faut voir ça, il faut voir ça, il faut voir ça. Et parce que dans la limite d'un papier, d'un article ou d'un projet de recherche, on n'a pas le temps d'aborder ces références. Donc il y a. Mais en général, c'est la première qui est utilisée. La deuxième était souvent utilisée, elle est de moins en moins utilisée aujourd'hui. De moins en moins utilisée aujourd'hui. Donc référence des citations, des références qui ont été utilisées. OK. On passe à l'exemple. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. Hicham, est-ce que Hicham, tu passes pour le slide? Oui, c'est déjà fait. D'accord. Alors, on va prendre un exemple pratique, tous. L'exemple, c'est les défis. S'il vous plaît. C'est le slide d'après. Ah, d'après? Exemple. Oui. Ah, exemple, oui. Voilà. Donc, l'exemple, c'est, par hasard, on peut prendre n'importe quel exemple. Je prends cet exemple. Le défi que pose la nouvelle politique de résidence ou le nouveau permis pour les migrants subsahariens
au Maroc, c'est-à-dire la nouvelle politique d'immigration formulée à partir de 2013, pardon, à partir de 2013, sur le permis de résidence pour les subsahariens au Maroc. Ça, c'est le topic en général. Donc, la question de recherche. On va travailler sur le challenge et les défis qui ont posé cette politique migratoire pour le subsaharien. Donc, on va illustrer notre, ce qu'on appelle background and significance dans l'introduction pour dire qu'en septembre 2013, que le ministre des Marocains à l'étranger et d'immigration a annoncé qu'en 2014, que les permis de résidence vont être valables, vont être disponibles pour régulariser la situation d'immigrants subsahariens au Maroc selon certains critères. Donc ça, on va situer. Donc on a la question de recherche, on a le topic, on va essayer de le situer dans son contexte. D'accord? Ça, on n'a pas eu le temps de voir, peut-être ça vous l'avez vu avec Marie-Claude, on n'a pas eu le temps de comment poser une question de recherche, parce que la question de contexte est très importante, c'est-à-dire de situer cette question de recherche dans son contexte, dans tous les contextes possibles, dans son contexte géographique, son contexte politique, son contexte historique, son contexte scientifique. Donc, tous les contextes possibles, la question de recherche doit être située dans la première revue de littérature qu'on doit faire. On doit situer notre question de recherche par rapport à tous les contextes dans lesquels elle s'insère. Contexte juridique, politique, géographique, géopolitique, scientifique. Donc, ça, c'est important. Donc, on commence par là. Donc, la question fondamentale dans ce proposal qui est ici, par exemple ce papier ou dans cette recherche qu'on veut faire, c'est de montrer, d'illustrer, d'élucider les contextes politiques et scientifiques dans lesquels cette politique se place. Ça, c'est très important. C'est pourquoi la question des contextes est très importante. La première chose à faire, c'est, on a une question de recherche, et de la mettre dans ces multiples contextes. Comment ce phénomène a émergé et quels sont les contextes de son émergence. Donc, cette recherche va étudier l'interaction des migrants avec cette politique migratoire. Soit interaction soit de façon négative, soit de façon positive, soit de façon neutre, pour identifier les perceptions des migrants et comment cette politique va affecter ou bien changer, affecter ou non leur expérience migratoire au Maroc. Donc c'est ça la question fondamentale de recherche. Après avoir ce topic, c'est ça ce qu'on veut trouver, c'est ça l'argument fondamental. L'argument fondamental, comment après l'élaboration de la politique, les migrants interagissent positivement ou négativement avec elle, et comment on peut identifier leur perception et les manières dont cette politique affecte leur existence ici au Maroc. Je passe à l'autre slide. Donc, on va attaquer pour voir ce qui a été fait. Donc, la première chose dont on va dire, voilà une autre question. On sait pertinemment ce qu'on veut faire. On a un argument qu'on veut défendre. Alors, on va passer pour voir ce qui a été fait par les autres, la revue de littérature, sur cette question fondamentale. Donc, alors, par exemple, le chercheur, il va dire, puisque le permis de résidence est très très récent, donc 2014, la politique est 2013 et puis les permis ont été distribués à partir de 2014. La revue de littérature, la littérature, elle est très
difficile de trouver une littérature pertinente qui traite cette question compte tenu du fait qu'elle est récente. Donc, on va aller chercher en quelque sorte à une revue de littérature indirecte. Le fait, vous savez, le fait de traiter un sujet neuf, je dirais, elle a un côté très positif et un côté très négatif. Le côté très négatif, on ne va pas trouver une littérature sur laquelle on va s'appuyer pour élaborer notre recherche. Mais le côté positif, c'est que tout ce qu'on va trouver va être neuf. Tout ce qu'on va élaborer va être innovant en quelque sorte, parce qu'on fera être parmi les premiers qui vont aborder cette question. Donc, comme on vient de le dire, puisqu'il y a manque dans la littérature, donc la littérature va être indirecte qu'on va traiter. Donc, on va aller traiter la question sous le prisme de l'état de surveillance des vies d'immigrants. C'est-à-dire, on va sortir du cas du Maroc, peut-être pour aller chercher ailleurs, dans d'autres contextes, pour s'en inspirer. Ça, c'est très important. Et deuxièmement aussi, on va traiter la question d'immigrants, non pas spécifiquement en lien avec le permis en soi, mais en lien avec cet état de surveillance des vies, des expériences, des vies d'immigrants. Donc, le projet, et c'est là, on commence déjà dans la revue de littérature à élaborer un cadre théorique, ou bien à préciser des domaines théoriques qu'on va aborder, des domaines de recherche théorique qu'on va aborder. Donc, le projet va essayer de réconcilier une théorie sur l'immigration avec les expériences de vie d'immigrants. Et la revue de littérature la plus pertinente serait en lien avec cette articulation entre théorie d'immigration et vécu d'immigration. Et alors, parce que presque les études académiques sur la question n'existent pas, donc, mais je parle par exemple tout de suite après 2014, donc 2006, il y en a maintenant des recherches, mais elles sont très rares. C'est-à-dire qu'il y a peu d'études académiques, peu d'études sur la question. Donc la recherche va être en même temps une recherche exploratoire, en quelque sorte, parce qu'on n'a pas une revue de littérature avec laquelle on va se confronter, qu'on va utiliser, mobiliser, mais qu'on va critiquer, qu'on va citer, comparer, avec laquelle on va se confronter. Donc, ici, par exemple, je crois que j'ai dépassé 30 minutes, Hicham, non? Oui, ça va, Zakaria. Tu as encore 2-3 minutes. 2-3 minutes. Oui. Donc, ici, on voit comment l'étudiant, parce que ça, c'est un projet d'un étudiant pour un article que j'ai pris ici comme exemple. Donc, il va aller dans tous les documents qu'il va trouver. Et parmi les documents qu'il va trouver, c'est le document, par exemple, élaboré par le Conseil national des droits de l'homme, son rapport de 2013 sur cette question. Il s'appelle Thematic Report on Situation of Migrants and Refugees in Morocco, Foreigners and Human Rights in Morocco. Donc ça, il va utiliser ça comme un document, comme une revue de littérature.
Ça, c'est important parce que la revue de littérature, parfois, et ça, c'est très important à avoir en tête, c'est pas seulement des articles scientifiques, mais aussi toute documentation qu'on va utiliser. Et qu'on va utiliser comme first ou bien comme second-hand data, c'est-à-dire comme des données déjà élaborées avec laquelle on va échafauder notre argument et notre recherche. Donc, je vais aller tout de suite vers la fin pour ne pas... je vais montrer ça aussi. Oui. Ce qu'on appelle some second-hand data, par exemple les données qui ont été élaborées par le ministre de l'Immigration, par l'Observateur du Maroc, tout ce qu'on va utiliser, tout ce qui a été utilisé parce que c'est un domaine qui est inexploité. Donc, on va exploiter toute la littérature, toute la documentation qui a été produite sur le domaine, en plus de la documentation scientifique. Et donc, ça va être une revue de littérature double. Une revue de littérature sur la documentation qu'on va utiliser comme source. Ça, c'est très important. Comme source, hein, comme source pour notre recherche, nos données, et l'autre qu'on va utiliser comme source scientifique, hein, qu'on va citer, argumenter, débattre, hein, les théories, les méthodologies, les approches. Ok, j'en arrête là. Donc, 2 mots. Première chose, l'importance de revue de littérature. Sa position est très, très importante. Il faut faire une analyse thématique pour les arguments, les théories, les méthodologies utilisées. Et il faut apporter aussi quelque chose de neuf par rapport à ce qui a été fait. Mais ça se fait essentiellement après avoir maîtrisé cette revue de littérature et après l'avoir analysée et critiquée. Et merci. Toute question, on a 5 minutes. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci Zakaria de cet exposé très riche et pertinent. Hicham, on ouvre un peu le débat. 5 Oui. minutes, 5 minutes, pas plus. 5 Oui. minutes. Rania, tu m'écoutes, Rania? Oui, monsieur. Est-ce que tu as des questions? Tu as pu... Oui, bien sûr. Ben, tu choisis quelques-unes, D'accord. les plus pertinentes. Pour la première question, c'est comment définir la revue de littérature et quelle méthode pour lire un article. Donc, j'attends la réponse ou bien je défile les questions. On prend 3 questions, donc je répondrai à cette question. Mais c'était justement le propos de tout ça. Comment on étudie, c'est-à-dire la première chose à faire, c'est-à-dire de choisir la revue littérature, la littérature pertinente par rapport à notre question de recherche. Deuxièmement, il faut chaque texte qu'on va étudier, chaque article, un livre, un document quel que soit, hein, qui a été produit sur cette question, il faut identifier l'argument central de cette recherche. Deuxièmement, quelles sont les théories mobilisées. Troisièmement, les méthodes. Quatrièmement, les résultats. Quels sont les résultats? L'ensemble des résultats qui ont été trouvés. Hein, et comment ont été analysés. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, premièrement, l'argument, c'est-à-dire le thème central de la recherche. C'est l'argument central, c'est le thème qui va être défendu. Donc, l'argument central. Deuxièmement, quelle est la méthode utilisée? Troisièmement, la théorie, les théories qui ont été mobilisées. Et quatrièmement, comment les données ont été analysées et interprétées. Donc, chaque fois qu'on fait un texte, on va faire un tableau, pour souligner ces aspects importants dans chaque article ou dans chaque texte. Donc ça, c'est très important. Très important. Mais ça, il faut avoir en tête, ça vient avec la lecture. Ça vient avec l'exercice. Il faut s'exercer, lire et s'exercer, lire et écrire, lire, essayer d'aborder, confronter, revenir à l'article,
lire un autre article, revenir au premier article, comparer les deux articles, ça vient avec, comment dire, avec l'utilisation, avec la répétition, avec la lecture assidue et critique et analytique. Deuxième question. J'ai une question, Rania, qui me semble intéressante, Zakaria. Oui. Faut-il parler d'un paradigme ou juste de méthode en sciences humaines? Le paradigme englobe-t-il la méthode ou non? Et puis le chercheur doit instaurer ou amender une nouvelle méthode ou tout un paradigme. C'est une question qui a été posée de cette manière. Oui, oui. Non, c'est une question intéressante. C'est pas que le chercheur, ça, inventer un nouveau paradigme, ça viendra peut-être après 80 ans, mais ça vient pas tout de suite. Ça vient après la recherche, la maîtrise, domaine. Mais le paradigme est inhérent à la fois, c'est-à-dire il est inhérent à la fois à la méthodologie et la théorie utilisée. Donc on formule un paradigme à partir d'une maîtrise et de l'articulation entre une approche théorique et une approche méthodologique qui fait un paradigme différent des autres. Mais en général, quand on fait une recherche, personnellement, moi je préfère ne pas aborder la question de paradigme de façon parce qu'elle est assez complexe, surtout pour des chercheurs débutants et pour des doctorants. Il vaut mieux raisonner en termes de méthodologie, en termes de théorie et approche. C'est plus pratique et c'est plus simple à maîtriser par la suite. Peut-être plus tard, on peut raisonner en termes de paradigme, plus tard. Mais ça viendra plus tard. Mais pour être plus pragmatique et pratique, raisonner en termes de méthodologie, théorie, approche, dans cette revue de littérature, dans la revue de littérature. Pour moi, oublier les paradigmes pour le moment. Parce que c'est assez complexe et on risque de se noyer dans des choses qu'on ne maîtrise pas et qui ne fait passer à côté des choses, des outils utiles pour mener une recherche. Rania? Troisième merci, monsieur. Donc, la troisième question est, vous avez parlé de la méthode thématique pour une revue de littérature efficace. Est-ce que vous ne pensez pas que cette méthodologie risque d'amener le chercheur à la linéarité descriptive? Et que pensez-vous des cartes mentales et comment les établir? Que pensez-vous de quoi? Des cartes mentales et comment les établir? Non, justement, quand j'ai parlé d'une approche thématique de la revue de littérature, c'est justement pour éviter la linéarité descriptive de la revue de littérature. La linéarité descriptive, comme je l'ai dit, c'est de discuter de façon isolée chaque texte, chaque littérature. Quand on fait des thèmes, ce sont des thèmes qui sont abordés, c'est les thèmes qui vont permettre de connecter des lectures différentes et contrastées. Ça veut dire, au lieu de dire que tel auteur a traité cette question et puis on passe à l'autre auteur, on va, en lisant un ensemble de revues de littérature, après avoir fait une lecture d'un ensemble de textes, c'est ça, thématique. Après texte, on va essayer d'identifier les thèmes communs à ces travaux. Et comment ces thèmes communs ont été abordés de façon contrastée ou non par différentes recherches et travaux. Donc ça, c'est pas vraiment linéaire. C'est thème, par thématique. Et en faisant cela, parce qu'on maîtrise aussi bien les thèmes et on maîtrise aussi bien comment des recherches ont abordé ces thèmes, les mêmes thèmes de façon différente, soit de niveau théorique, soit de niveau méthodologique, soit au niveau de l'argument, et soit au niveau de l'approche, c'est-à-dire l'approche différente. Et donc ça, c'est absolument pas une linéarité. Donc je crois ça c'est plus simple
et plus pratique pour aborder la littérature. Parce que moi, par exemple, j'encadre des thèses ici au Maroc et ailleurs, c'est souvent les descriptions linéaires. Une revue de littérature, une surposition de littérature. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 20 auteurs, 50 auteurs, hein, et chacun traité séparément, je préfère avoir 4, 5 auteurs différents, mais qui débattent entre eux et qui sont articulés par ma analyse, par l'analyse critique que je fais de cette littérature. Voilà. Merci. Merci à vous, professeur. Je pense Hicham, que pour les questions... Zakaria, Oui, Akhoya. je vais abuser de ta gentillesse et te poser une dernière question. Oui. Qui me semble intéressante, qui dit que parfois la problématique nous amène vers des concepts qui relèvent d'autres champs. J'ai pas entendu. Parfois la problématique nous amène vers des concepts qui relèvent d'autres champs. Comment peut-on brasser plusieurs disciplines en même temps sans tomber dans le hors-sujet? Alors, comme je l'ai dit, c'est important d'être ouvert, très fondamental, à une interdisciplinarité. C'est-à-dire être ouvert à d'autres disciplines qui ne sont pas les nôtres. Ça, c'est très important. La revue de littérature importante, c'est la pertinence qui compte. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que j'entends par la pertinence qui compte? Je suis anthropologue. Je fais une recherche en anthropologie. D'accord? Et quand je fais la revue de littérature, je trouve par exemple des textes anthropologiques qui traitent la question. Mais quand je fais de la revue de littérature, je fais de la recherche sur le thème, pas seulement sur la discipline. Quels sont l'ensemble des textes, des recherches qui ont abordé cette question de différentes perspectives et à partir de différents champs disciplinaires. Et quand c'est la pertinence qui compte, je peux trouver des textes en anthropologie qui me semblent qu'ils ne sont pas pertinents, qui sont légers par rapport à ce que je traite. Ils traitent la question, mais de façon légère, ils n'apportent rien. Mais je trouve un texte, par exemple, écrit par un géographe, je ne sais pas, hein, ou écrit, je ne sais pas, écrit par un biologiste, je ne sais pas, écrit par un épistémologue, un philosophe, peu importe. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus inspirant et qu'il est beaucoup plus pertinent à ce que je veux faire. C'est ça, justement, c'est ça l'originalité d'une revue de littérature critique. C'est d'apporter des champs disciplinaires différents à dialoguer avec mon champ spécifique de recherche. Et donc, cette ouverture d'esprit, elle est importante. Et donc, je peux dialoguer avec. Ça, il ne va pas nous mener ne va pas disperser nos énergies, il ne va pas brouiller la piste, notre argument. Au contraire, si le texte, peu importe sa perspective disciplinaire, est pertinent par rapport à ce que je veux faire, au contraire, il va apporter quelque chose de beaucoup plus de précision, beaucoup plus de clarté à mon argument et à ma recherche. Oui, interdisciplinarité, pertinente, oui, absolument oui. Il faut être ouvert à ça. Il ne faut pas se cantonner dans son champ disciplinaire. C'est enrichissant. Merci, professeur Zakaria, de ces propos